Merci à tous. Nous sommes ravis de recevoir 3 libraires étrangers qui vont nous donner leur regard sur la librairie indépendante dans leur pays. Mais avant de les présenter, je voulais vous dire en 2 mots pourquoi nous avions choisi de faire ce temps international dans nos rencontres. Au moment où la librairie française se pose la question de son avenir, se pose la question de savoir comment elle doit reconstruire peut-être une partie de son organisation, une partie de son modèle économique, une partie de son intervention dans la cité, il nous a semblé important de voir si ce problème était partagé dans d'autres pays. Alors nous en avons choisi 3 et nous remercions les intervenants qui ont bien voulu faire le déplacement à Lyon aujourd'hui. Tout d'abord l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays géographiquement proche, mais également proche dans le mode de fonctionnement de la librairie, puisque vous savez que l'Allemagne a un système de prix fixe depuis très longtemps, et que donc on a pendant de très nombreuses années constaté des similitudes dans le tissu, dans la densité et dans la richesse du tissu de librairie en Allemagne et en France. Et l'Allemagne a connu ces dernières années une progression en flèche beaucoup plus forte qu'en France, à ma connaissance, de la vente sur Internet. Et il sera intéressant peut-être de comprendre un peu s'il y a des raisons et si nous devons regarder de ce côté-là, de l'autre côté du Rhin pour comprendre ce qui va nous arriver. Nous avons également tourné notre regard vers l'Espagne pour savoir où là les changements sont pour un certain nombre à venir, mais je laisserai M. Ramirez nous en parler. Et puis nous avons choisi d'inviter un cousin proche par la langue, mais plus éloigné par le nombre de kilomètres, et surtout qui probablement aura un regard assez pertinent et aiguisé sur ce qui se passe chez son grand voisin géographique à lui, c'est-à-dire les États-Unis. Alors, je vais vous présenter les 3, enfin, vous donner le nom des 3 intervenants, mais vous les avez dans le programme et vous avez aussi le détail de qui ils sont et pourquoi ils sont là. Monsieur René Kohl, de la librairie Colibri en Allemagne. Dominique Lemieux, qui est le directeur général des librairies indépendantes du Québec. Et Antonio Ramirez, librairie La Centrale à Barcelone. Et je voudrais aussi, parce que j'ai peur qu'on oublie à la fin, mais je pense que c'est important, citer et remercier les 3 traductrices et traducteurs qui vont officier et qui vont vous permettre d'écouter cette rencontre dans les meilleures conditions et que vous avez peut-être entendu en fond comme ça ce matin, puisqu'ils ont traduit l'ensemble des débats pour les libraires étrangers depuis ce matin. Donc, Madame Mechberger, Monsieur Monod et Monsieur Vasile. Voilà. Alors, on voudrait quelque chose d'assez convivial et d'assez libre dans la forme. Donc, je propose à chacun des 3 libraires de nous dire qui il est, quel type de librairie il représente, et puis ensuite de nous donner sa vision des changements concernant la librairie indépendante dans son pays et de mettre peut-être un focus sur ce qui, dans son pays, est le plus important en ce moment ou le plus visible. Et puis après, Jean-Marie Sevestre, qui m'aide à animer cette rencontre, et moi, on essaiera de poser quelques questions et surtout de donner très vite la parole à la salle. Alors, Monsieur Kohl, je vous propose de commencer. Merci beaucoup. Ich bin frei. Bonjour, mesdames et messieurs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Je ne parle pas beaucoup de français. Ich spreche auf Deutsch und werde freundlicherweise übersetzt, gedolmetscht. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, chers collègues. Malheureusement, je ne parle pas très bien la langue de Voltaire. C'est la raison pour laquelle j'ai recours au service d'un interprète. Das Französischste an mir ist mein Vorname René. Mein Vater hat mir erzählt, ich heiße so, weil ich in Paris gezeugt wurde. Danke also an die Gastgeber von damals, meiner Eltern, und auch danke an die Gastgeber heute.
En fait, la seule chose qui soit française dans mon nom, c'est mon prénom, puisque je m'appelle René et mon père m'a dit que j'avais été conçu, si je puis dire, à Paris. Donc, eh bien, je remercie ceux qui, à l'époque, ont accueilli mes parents et ceux qui m'accueillent aujourd'hui. Okay. Und vielen Dank auch an meine beiden Dolmetscher des Tages. Ich bin perfekt durch diesen ganzen Tag geschleust worden. Ich konnte mir nicht vorher vorstellen, dass ich das alles so einordnen kann, wie ich das kann. Frau Mischberger, Herr Basile, merci beaucoup. Bon, je tiens également à remercier les deux interprètes qui m'ont accompagné depuis ce matin. Je ne pensais pas que grâce à leur aide, je pourrais suivre avec autant de facilité les débats et je tiens une fois encore à les en remercier. Vielleicht, bevor ich mich vorstelle, ein allererstes Feedback schon einmal zur Veranstaltung, wie ich sie bislang wahrgenommen habe. Ich bin wirklich beeindruckt von der Leidenschaftlichkeit, der Differenziertheit und dem Stolz, mit dem die französischen Buchhändler gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass ich schon mal in Deutschland eine solche Veranstaltung erlebt habe. Avant de vous parler de ce que je fais, j'aimerais vous dire que j'ai été extrêmement impressionné depuis ce matin par la passion qui a animé les débats, par la fierté que j'ai pu ressentir également chez les uns et chez les autres, et également par les divergences d'opinion qui peuvent exister entre les uns et les autres. Merci. Ich möchte mich bei Ihnen kurz vorstellen. Ich bin atypik, habe ich heute gelernt. Das ist ein schönes französisches Wort. Ich bin, glaube ich, ein untypischer Sortimentsbuchhändler für Deutschland. Ich wäre es auch für Frankreich. Ich bin es wahrscheinlich für Europa, zumindest für die buchhändlerische Arbeit bis jetzt. Vielleicht bin ich gar nicht so untypisch für buchhändlerische Arbeiten, wie sie kommen können. J'aimerais d'abord vous dire que je suis plutôt atypique. Voilà. Un joli mot français, certainement d'origine. Je suis atypique aussi bien dans mon pays d'origine, donc en Allemagne, je le suis peut-être également en France et même peut-être dans toute l'Europe. En tout cas, j'étais atypique jusqu'à présent dans mon approche et je pense que je le serai peut-être moins à l'avenir. Ich bin 45 Jahre alt, geboren in Berlin, habe eine Ausbildung in Berlin in einer kleinen Buchhandlung am Stadtrand gemacht. Damals haben wir noch bibliografiert in 8 oder 9 dicken Katalogbänden. J'ai 45 ans, j'ai une formation de libraire indépendant que j'ai poursuivie donc dans une petite librairie à Berlin et à l'époque nous avions un catalogue, enfin 8 catalogues très importants qui reprenaient toutes les œuvres que nous proposions à la vente. In den 90er Jahren habe ich nacheinander in drei kleineren unabhängigen Buchverlagen gearbeitet. Ich habe dort Vertrieb und Marketing gemacht, habe also das erste Mal die Seite gewechselt vom Handel zum Verlag. Dans les années 90, je suis passé donc du commerce, si je puis dire, à la maison d'édition, puisque j'ai été responsable des ventes et du marketing dans 3 petites maisons d'édition. Der letzte der 3 Verlage verlegte unter anderem den Medientheoretiker Wilhelm Flusser, in Deutschland ein in den 90er Jahren einflussreicher Geist, der in Frankreich starb, auch in den 90er Jahren, und hier aber, glaube ich, nicht so bekannt ist, wenn ich recht informiert bin. La dernière de ces 3 maisons d'édition éditait donc des œuvres, s'occupait surtout de la théorie des médias et travaillait avec un auteur qui est extrêmement connu en Allemagne, qui l'est peut-être moins en France, bien qu'il ait vécu 10 ans en Provence, je crois, et qui s'appelle Wilhelm Flusser. Ich lernte damals erst theoretisch und dann später praktisch einiges über neue Medien und über vieles von dem, was uns jetzt jeden Tag begegnet. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma formation d'abord théorique, puis ensuite pratique dans le domaine des nouveaux médias, donc un domaine qui nous intéresse de plus en plus aujourd'hui. Anfang 1998 habe ich
eine Buchhandlung gegründet, eine Versandbuchhandlung oder heute würde man sagen Internetbuchhandlung. Das ist unser wesentlicher Vertriebskanal. En 1998, j'ai ouvert une librairie qu'on qualifierait aujourd'hui de librairie Internet, puisque Internet est notre principal canal de commercialisation. Kurz danach gründete ich noch eine Agentur, eine Webagentur, wie wir sagten, die vor allen Dingen Buchverlagen den Weg ins Internet wies, sie im Internet auf Websites darstellte. Et ensuite, j'ai ouvert une petite agence qui était spécialisée, bien sûr, sur Internet et qui permettait à un certain nombre d'entreprises qui facilitait, je dirais, la commercialisation sur Internet des œuvres d'un certain nombre d'entreprises. Beide Firmen arbeiteten eng zusammen. Die Buchhandlung Kolibri übernahm für eine Reihe von Verlagen, ja, so etwas, heute nennt man es Fulfillment. Wir lieferten die Bücher der Bestellungen aus, die übers Internet aufgegeben wurden. Une de ces entreprises que j'ai créées s'occupait de ce qu'on appelle en nouvel allemand et en mauvais anglais le fulfillment, qui consiste en fait à livrer aux clients finaux les œuvres qui avaient été commandées sur Internet. Heute haben wir uns von diesem Modell ja, fast etwas emanzipiert und haben unser eigenes Sortiment stärker gemacht. Wir gelten mit unserem Angebot als eine der anspruchsvolleren Buchhandlungen Deutschlands. Wir pflegen vor allen Dingen die Titel, die im normalen Sortiment oft Schwierigkeiten haben. Wir kümmern uns um Werkausgaben, um hochwertige, schwer erklärbare, aufwendig hergestellte Bücher. Aujourd'hui, nous avons un petit peu modifié notre stratégie et nous occupons surtout de la commercialisation d'ouvrages rares et d'ouvrages qui sont élaborés avec un certain nombre de précautions ou de luxe, si je puis dire. Et donc, c'est dans ce canal-là que nous nous sommes spécialisés. Nebenbei haben wir ein erweitertes Sortiment, das ist typisch für den deutschen Buchhandel, von, wie wir sagen, Non-Books. Ich weiß nicht, ob Sie in Frankreich auch Non-Livres zu Artikeln sagen, die buchnah sind, für Buchkäufer interessant sind, aber keine Bücher sind. Entre-temps, nous nous occupons également de ce que nous appelons les non-books. Je ne pense pas qu'en français on parle de non-livres. En tout cas, il s'agit là non pas de livres, mais d'articles qui peuvent prendre un petit peu la forme d'un livre, mais qui n'en sont pas. Et nous nous sommes donc spécialisés dans ce domaine. Im Moment bereiten wir einen, ich glaube, innovativen E-Book-Store vor. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en fait, entre-temps, nous sommes devenus un des libraires les plus importants en Allemagne en ce qui concerne la vente d'ouvrages sur Internet. Et nous sommes actuellement en train de préparer, c'est encore de l'anglais, j'en suis désolé, ce qu'on appelle un e-book store. Donc en fait, c'est une sorte de magasin virtuel par l'intermédiaire duquel nous pouvons vendre des ouvrages sur Internet, avec un concept tout à fait innovant. Das war mehr, als ich gesagt habe. Außerdem bin ich in mehreren Phasen tätig gewesen im deutschen Syndikat, im Börsenverein, genauer dort im Sortimenteausschuss, in der Vereinigung der Buchhändler im deutschen Börsenverein, wo ich beratend beteiligt war an Entwicklungen rund um die Plattform, die heute Libreka heißt. Et puis j'ai progressivement développé une plateforme qui s'appelle maintenant Libreka et je m'occupais un petit peu de tout ce qui facilite également la commercialisation de livres par l'intermédiaire d'Internet. Buchhändler und Technik, das ist in Deutschland ein so schwieriges Thema wie auch in Frankreich, wie ich heute erfahren habe. Wir Buchhändler haben den Beruf gewählt, als ich 18 oder 20 war, weil wir Papier mögen, weil wir den Geruch des Buchleims mögen, Druckerschwärze. Wir sind glücklich, wenn wir
mit 30 Büchern im Arm durch unseren Laden laufen können. Alors, la librairie et la technique, c'est un sujet qui est difficile en Allemagne, mais je pense qu'il l'est également en France. Les libraires ont choisi ce métier parce qu'ils aiment sentir le papier, l'odeur de la colle, l'odeur également de l'encre d'imprimerie qu'ils ont sur les doigts. Et nous sommes toujours très heureux de pouvoir déambuler, pour ne pas dire trébucher, à travers la librairie avec une trentaine de livres sous le bras. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bücher nach der in Deutschland genutzten preußischen Instruktion sortiert sind. So finden zwar unsere Kunden nicht immer die Bücher, aber immerhin wir. Et nous sommes tout à fait fiers de pouvoir trier nos livres selon ce que nous appelons la méthode prussienne ou les instructions prussiennes. Alors les clients ne s'y retrouvent pas toujours, en tout cas ça nous permet à nous d'avoir beaucoup d'ordre dans la façon dont nous trions les livres. Wir können ein Buch so zartfühlend lesen, dass der Rücken nicht bricht und wir es selbst ausgelesen noch als neuwertig verkaufen können. Par ailleurs, nous avons un doigté tel que nous pouvons très bien feuilleter un livre de manière très délicate, sans bien sûr l'endommager et le lire complètement avant de le revendre comme s'il était vraiment absolument neuf. Und immerhin, Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks, war ein Deutscher aus Mainz. Et n'oubliez pas bien sûr que Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie, est originaire de Mayence. C'était donc un Allemand. Hätten wir uns nach der Schule für Technik interessiert, wären wir zum Radio oder Fernsehen gegangen. Hätten wir uns etwas aus Computern gemacht, wären wir Ingenieur geworden oder Informatiker. Und das Internet, das passte schon gar nicht zu uns, die wir tagsüber in der Buchhandlung hinter der Kasse stehen mussten und abends gerne lesen wollten. Alors, si nous nous étions intéressés après l'école pour la technique, nous serions peut-être dirigés vers une carrière à la télévision ou à la radio. Si nous étions davantage intéressés pour les ordinateurs, nous serions peut-être devenus ingénieurs ou informaticiens. Et Internet, là-dedans, ça n'allait pas vraiment avec ce cadre, si je puis dire. Nous devions tous les jours dans la librairie nous tenir debout derrière la caisse et le soir, nous avions quand même encore envie de lire des livres. Vor genau einem Jahr meldeten sich die Auszubildenden des Media Campus Frankfurt, der prominentesten Berufsschule des deutschen Buchhandels, zu Wort. Sie fürchteten eine Entfernung der Ausbildung vom Buch, beklagten, dass der Schwerpunkt zu einseitig auf die neuen Medien gesetzt würde. So sieht das der Nachwuchs. Was meinen Sie, welche Meinung erst die älteren Kollegen zum Thema E-Books und E-Commerce in Deutschland haben? Il y a exactement un an, les jeunes apprentis d'une école professionnelle, de l'école professionnelle du livre la plus connue en Allemagne, nous ont fait part de leurs préoccupations, pensant que leur formation s'éloignait de plus en plus du livre au sens propre du terme et estimant que cette formation était de plus en plus tournée vers les nouveaux médias. Voilà donc en fait l'opinion des jeunes qui peut paraître étonnante et d'après vous, qu'est-ce qu'a répondu la vieille garde, si je puis dire, à cette remarque? Ungefähr die gleiche Meinung, die ich heute hier den ganzen Tag gehört habe. Eh bien, en fait, à peu près ce que j'ai entendu aujourd'hui tout au long de la journée. Ich habe vorhin bei Christophe Evon hingehört, die vielen guten Gründe, die für die Buchhandlung sprechen, die für das Sortiment sprechen, die für den Buchhandel sprechen. Ich fand alles richtig und würde gerne eine Kopie dieses Vortrages und der Filme, die gemacht werden, mit nach Deutschland nehmen. J'ai été très intéressé par ce que nous a dit tout à l'heure Christophe Evans. Il a décliné toute une série de raisons en faveur, bien sûr, du maintien de la librairie. Et j'ai trouvé que ces arguments étaient tout à fait valables, à tel point c'est que j'aimerais en fait avoir une copie, si c'est possible, monsieur, de l'exposé et peut-être également une copie du film que j'aimerais remporter avec moi en Allemagne. Ich fand aber die Darstellung in gewisser Weise vielleicht auch etwas zu positivistisch.
Ich mache noch einen Satz. Es wurden die gefragt, die in die Buchhandlung gehen, warum sie in die Buchhandlung gehen. Ich habe vermisst die Stimmen derjenigen, die nicht in die Buchhandlung gehen. Alors, j'ai quand même trouvé que la façon dont étaient présentées les choses était peut-être un petit peu unilatérale et trop optimiste, dans la mesure où on a posé des questions à ceux ou à celles qui allaient dans les librairies, mais on n'a pas posé de questions à ceux qui n'y allaient pas. Und ich meine nicht die Nichtleser, sondern ich meine die Leser, die nicht in die Buchhandlung Et gehen. je ne parle pas de ceux qui ne lisent pas, je parle bien de personnes qui lisent, mais qui ne vont pas forcément dans une librairie. Bis vor einem halben Jahr hatten wir deutschen Buchhändler, bis auf wenige Ausnahmen, die im Fachbuchbereich tätig waren und deswegen schon international arbeiteten, mit E-Books nichts zu tun. Vous savez, jusqu'à il y a environ 6 mois, la plupart des libraires allemands, à part quelques exceptions, ceux qui s'occupent de livres qu'on pourrait qualifier de spécialisés et qui intervenaient au plan international, ne s'intéressaient pas beaucoup vraiment aux livres numériques. Sie hatten trotzdem eine Meinung zum Thema E-Books und zum Thema E-Commerce. Entweder hieß es optimistisch, das wird sowieso nichts, wer möchte schon das schöne, gedruckte, vielseitige Buch mit einem kalten E-Book-Reader tauschen? En fait, certains d'entre eux nous disaient d'une manière très optimiste, ça ne marchera pas de toute façon. Qui aimerait échanger un beau livre qui sent bon et qui est beau contre une liseuse, comme on les appelle maintenant, tout à fait froide et sans vie? Oder aber sie waren pessimistisch und sagten, gegen die großen Player können wir, wenn es soweit ist, sowieso nichts ausrichten. Puis il y en a d'autres qui étaient, enfin, entre guillemets, pessimistes en disant que de toute façon, les petits libraires ne pourraient rien faire face aux grands groupes et aux grands libraires. Beide Annahmen sind praktisch, weil man sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen musste. En fait, ces deux hypothèses arrangeaient un peu tout le monde, enfin, surtout les libraires qui ont posé la question, parce que ça leur permettait de... C'était une réponse un peu de Normand, si vous voulez. Das heißt, alle maßgeblichen Impulse, die mit dem Thema E-Book in Deutschland zu tun haben, gehen von den Verlagen aus oder kommen aus den Vereinigten Staaten? Et la plupart des impulsions, en ce qui concerne justement donc, les livres numériques, nous sont venus soit des maisons d'édition importantes ou alors des États-Unis. Wir haben seit 2 Wochen als großen Marktteilnehmer auf dem deutschen E-Commerce- und E-Book-Markt die Firma Amazon, die auch in Deutschland den Kindle anbietet. Kindle, das ist der Reader. Ah oui, depuis 2 semaines, Amazon propose sur le marché allemand la liseuse de marque Kindle. Und wir haben seit ungefähr 2 Monaten eine heftige Welle von Konferenzen, Debatten, Diskussionen rund um E-Commerce und neue Medien. Et depuis un certain nombre de semaines, il y a toute une série d'événements ou de débats très controversés en Allemagne concernant justement le commerce électronique et les livres électroniques. Aber alle Debatten sind nur Verlegerdebatten. Verleger plus Dienstleisterdebatten. Dienstleister. Mais tous ces débats sont animés essentiellement par des maisons d'édition et par des prestataires de services. Wir haben fast kein deutsches buchhändlerisches Engagement, keinen buchhändlerischen Kontakt, keine buchhändlerische Nähe zu dem E-Book-Markt und stehen zurzeit zumindest den Aktivitäten von Amazon relativ wehrlos gegenüber. En fait, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'approche concertée de la part des libraires allemands. Et actuellement, nous sommes un peu impuissants face à l'avancée rapide de gens comme Amazon, de sociétés comme Amazon, pardon. Bin gleich fertig. J'ai terminé presque. Es gibt einige größere, ja, im E-Book-Bereich sagt man Aggregatoren, die
als E-Book-Auslieferer zur Verfügung stünden und auch als Dienstleister für den Buchhandel zur Verfügung stünden. Il y a quand même un certain nombre de sociétés qui sont, et de prestataires de services qui sont à même donc de proposer un certain nombre de livres numériques sur Internet, que nous appelons des agrégateurs, c'est un mot qui n'existe pas en français, je crois. Enfin, ce sont des sociétés qui peuvent un petit peu fédérer les différents efforts des différents acteurs. Die Buchhändler können nur keinen Gebrauch von ihnen machen. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose aux libraires. Wir rechnen mit einer Verschiebung im Gesamtabsatz von Büchern, da meine ich Bücher und E-Books, von vielleicht bis zu 15% bis zum Jahr 2015. Also 15% mehr E-Books als heute und vielleicht auch 15% weniger gedruckte Bücher als heute. Nous pensons que d'ici 2015, nous vendrons sur le marché allemand environ 15% de livres numériques en plus et 15% de livres traditionnels sur papier en moins. Ich komme zum Ende. Zum ersten Ende. Rassuré, genau. J'ai presque terminé. Aus meiner Sicht verpassen die Buchhändler was in Deutschland und in Frankreich, wenn sie sich nicht bewegen. Moi, je pense que les libraires, qu'ils soient français ou qu'ils soient allemands, vont rater le coche, s'ils ne réagissent pas. Wir haben viel über die Vorteile von Büchern gesprochen. Certes, nous avons beaucoup parlé des avantages des livres. Vielleicht ein paar Vorteile von E-Books. J'aimerais quand même maintenant également vous citer un certain nombre d'avantages des livres numériques cette fois. Sie schonen die Bandscheibe. Ils ont le gros avantage d'épargner la colonne vertébrale. Sie stauben nicht ein. Sie stauben nicht ein. Ils ne prennent pas la poussière. Sie verursachen keine Remittenten. Et ils n'entraînent aucun retour, aucun invendu. Dass Sie Ihren Kopf hier in Frankreich nicht in den Sand stecken, zeigt die Tatsache, dass Sie Buchhändler aus der ganzen Welt einladen. Ich finde es eine tolle Idee und werde es dem deutschen Buchhandel auch vorschlagen. Et je pense que vous ne faites pas partie de ceux ou de celles qui pratiquent une politique de l'autruche. Le fait que vous ayez invité un certain nombre de libraires internationaux, enfin, d'autres pays, le montre. Et c'est un message fort que je vais emporter avec moi en Allemagne pour le suggérer à mes collègues outre-Rhénan. Ja. Vielleicht noch ein letzter Satz. Ich wiederhole nochmal Benoît Bougerolles. Wir haben eine Zukunft, weil das Lesen eine Zukunft hat. Das verstehe ich auch als, wir haben nicht nur eine Zukunft, weil das Buch eine Zukunft hat. Nous avons de l'avenir, c'est Benoît Bougerolles qui le disait, parce que la lecture a de l'avenir et pas uniquement parce que le livre en a. Merci. Alors, pour que les traducteurs puissent se reposer, Monsieur Lemieux, oui, parlez-nous un petit peu de la façon dont la librairie évolue au Québec, oui. et peut-être de ce qui vous tient à cœur en ce moment le plus. D'accord. D'abord, je vois que le comité organisateur n'a pas pensé me fournir un traducteur. Je vais devoir m'efforcer de parler clairement. Je suis extrêmement honoré, très content d'être ici parmi vous aujourd'hui, demain également, pour prendre le pouls de ce qui se passe ici, puis également d'apporter ça par chez nous parce que, évidemment, on est dans deux réalités différentes, mais on partage beaucoup. Puis le constat que je fais aujourd'hui, c'est justement qu'on partage beaucoup plus qu'on le pense, puis qu'on peut s'apporter beaucoup plus qu'on le pense. C'est extrêmement motivant aussi de voir la vivacité des libraires ici, malgré les constats pessimistes qui peuvent sortir, qui ont sorti au courant de la journée. Donc, rapidement pour me présenter, moi je suis Dominique Lemieux, j'ai pas été conçu à Paris, j'ai été conçu dans un petit village éloigné du Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et les Appalaches, où il n'y avait pas de librairie dans mon secteur, autour plusieurs kilomètres avant de se rendre à la librairie. J'ai pourtant évolué au milieu des livres par mes parents qui étaient
fortement sensibilisé. Et donc, quand j'ai sorti de ce village-là, je suis allé travailler en librairie par désir d'avoir un faible revenu. Et ensuite, après un séjour de quelques années en librairie, je suis passé du côté des distributeurs où je suis allé travailler pour la SOCADIS, donc la version canadienne de la SODIS, où j'étais le contact pour les éditeurs qui voulaient vendre en grande surface. Donc là, j'étais du milieu des indépendants vers le milieu des grandes surfaces. Et après 2 années dans cette réalité-là, j'ai bifurqué vers les librairies indépendantes. Donc, depuis 2 ans, je dirige l'Association des librairies indépendantes du Québec, qui est un regroupement qui regroupe 80 librairies indépendantes un peu partout dans la province, donc autant dans les grands centres que dans les petits villages. Puis aussi, pas seulement au Québec, ailleurs dans le Canada francophone, donc au Nouveau-Brunswick ou dans l'Ouest canadien. 80 librairies qui partagent des réalités également très différentes l'une et l'autre parce que certaines sont dans des grands centres où, justement, ils sont capables de se développer avec leur public traditionnel, alors qu'en région où le public est un peu plus restreint, c'est beaucoup l'essor des clients institutionnels, donc l'achat en bibliothèque, dans les écoles, etc., qui a permis un maintien d'un fort réseau de librairies. Aujourd'hui, c'est ça, vous fêtez vos 30 ans, les 30 ans de la loi Langue. Nous, au Québec, on fête les 30 ans de la loi 51. C'est une loi un peu qui partage beaucoup avec votre loi, mais qui n'a pas rejoint qui n'a pas eu les mêmes conséquences, en fait, parce que nous, on n'a pas le prix unique au Québec. C'est une bataille très forte que les libraires et que l'industrie du livre mènent présentement pour ajouter cette vision-là dans notre réalité. Par contre, la loi 51 a amené beaucoup d'éléments importants, notamment la question de la remise. Là, vous, je vois que c'est un débat, un enjeu quand même important pour vous. Nous, avec la loi 51, il y a eu des normes quand même claires qui ont été définies. Donc, pour nous, il y a un 40 % automatique qui est versé aux libraires comme remise. Des fois, il y a certains autres éléments d'autres enjeux commerciaux qui sont importants de négocier, mais sinon, il y a un 40 % avec les grands distributeurs qui est au moins acquis. Par contre, chacune des librairies a à côté de chez elle un Walmart, un Costco, une pharmacie, un dépanneur qui vend des livres à moins 25 % de rabais, à moins 35 % de rabais. Donc, c'est une concurrence assez déloyale pour les libraires de proximité qui, oui, réussissent à rejoindre un public en tablant sur l'offre conseil, en tablant sur cette proximité-là. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui viennent puis disent « Ah, mais c'est correct, c'est bien intéressant, je vais prendre peut-être le petit Julien Gracq, mais je vais aller acheter mon Marie Laberge, mon best-seller dans la pharmacie à côté. » L'agrément, en fait, la loi 51, ça consiste en un agrément. Donc, pour devenir une librairie agréée ou un distributeur agréé ou un éditeur agréé, il faut répondre à certaines conditions. Donc, on a des obligations, mais on a aussi des privilèges. Les obligations, par exemple, c'est pour une librairie de recevoir en office les offices d'au moins 25 éditeurs agréés québécois. C'est également de tenir minimalement les offices pendant 4 mois. Donc, il y a plusieurs conditions de la sorte à laquelle le libraire doit souscrire. Et en contrepartie, il y a les libraires agréés ont le droit de vendre aux institutions, donc aux bibliothèques publiques, aux écoles, ce qui représente, comme je le disais tout à l'heure, une part de marché très importante pour plusieurs librairies. Il y a des librairies pour qui ça représente jusqu'à 50 à 60 % du chiffre d'affaires, pour certains d'entre eux. Certains sont plus des libraires détail, donc là, ça représente beaucoup moins, mais pour certains, ça représente jusqu'à 50 ou 60 %. Donc, la loi 51 a permis l'éclosion d'un vaste réseau de librairies. Chaque petite ville a sa librairie, même la petite ville, le petit village où tu es conçu maintenant, il faut traverser la ville voisine, mais il y a une librairie qui existe, ce qui n'était pas le cas quand j'étais tout jeune. Ça a eu également un impact très important sur l'édition québécoise, parce que si on recule avant la loi 51,
70-80% des ventes effectuées provenaient de l'édition française. Donc, c'était les importations de livres français qui étaient vendus. Maintenant, c'est à peu près 50%, 50-50. Donc, 50% des ventes réalisées au Québec proviennent de l'édition française, 50% de l'édition québécoise. Puis ça a permis l'éclosion de plusieurs éditeurs indépendants qui se consacrent justement à la promotion d'une littérature ou de trucs un peu plus diversifiés puis moins grand public. On pense seulement aux allusifs qui sont de plus en plus actifs chez vous, qui sont éclos un peu grâce à cette loi-là. Par contre, avec la montée du numérique, avec la concurrence des grandes surfaces, la faible rentabilité des entreprises, les librairies indépendantes se retrouvent aujourd'hui à un carrefour. On est dans une société, contrairement à la vôtre, où la culture est défendue, où on sent l'effort de protéger la culture. Nous, on est dans un marché beaucoup plus capitaliste, beaucoup plus de libre marché, justement, où on ne réglemente pas nécessairement facilement les enjeux, les domaines culturels parce qu'on les considère comme d'autres produits courants. Par contre, l'importance d'une réglementation du prix du livre chez nous est plus que jamais importante. On voit ce qui se passe chez nos voisins américains où la librairie indépendante a une place marginale. Il y en a quand même quelques-unes, librairies indépendantes aux États-Unis, mais c'est des librairies souvent spécialisées, de niche, et qui ont de la difficulté quand même à se démarquer des gros joueurs et des grandes surfaces. La même chose au Canada anglais, parce que c'est encore plus catastrophique au Canada anglais, en fait, parce que le marché du livre, le marché de la librairie est détenu à 90% par un seul joueur, qui est une chaîne Chapters Indigo, qui a une place là, quand même astronomique dans le marché. Il y a très, très peu d'indépendants. Et sinon, la concurrence vient des Amazon et des grandes surfaces. Également, donc ça reflète que notre situation n'est pas très ruisante non plus. Hein? Il n'y a pas que chez vous que ça va mal. Mais encore pire, c'est que pour la première fois en plusieurs décennies, cette année, évidemment, chaque année, il y a des fermetures de librairies, il y a des créations de nouvelles. Cette année, 5% des librairies indépendantes au Québec ont fermé leurs portes. Donc 5%, c'est quand même énorme. Et en contrepartie, aucune nouvelle, pour la première fois en plusieurs années, a été créée. Donc, c'est assez dommageable, d'où l'importance donc de créer de nouveaux... d'abord de réglementer le prix unique. Chez nous, c'est la bataille présentement. Au moins, on vient d'avoir donc un appui de l'ensemble des intervenants du milieu du livre, ce qui n'était pas acquis nécessairement. Donc, on reconnaît chacun des maillons de la chaîne, en fait, des éditeurs aux distributeurs, en passant par les libraires, se sont entendus sur des conditions. Donc, un 10% de remise, un 10% de réduction maximale pendant une période de 9 mois. Donc, ça, c'est des conditions qui viennent d'être entendues. Maintenant, il reste au pouvoir politique de prendre ça en main. Mais on a confiance qu'ils vont prendre la balle au rebond et on a quand même de bons échos de ce côté-là. Malgré tout, il faut garder confiance. On vit dans un milieu francophone parce que un autre des problèmes chez nous, c'est justement cette proximité-là avec l'univers anglophone. Beaucoup de gens chez nous sont bilingues, sont très ouverts au monde anglophone. Et ce bilinguisme-là prend une réalité encore plus concrète avec l'avenue du livre numérique parce que chez nous, le livre numérique francophone est encore assez marginal. Nous, les libraires indépendants, comme association, les librairies indépendantes du Québec, on a développé un portail qui offre le livre numérique depuis déjà 2 ans. Donc, depuis 2 ans, on a été précurseurs un peu là-dedans dans l'offre de livres numériques mise sur le marché. Par contre, il y a à peu près 5000 titres de disponibles au Québec en version numérique. Même les livres franco-français de vos éditeurs ici ne sont pas encore disponibles chez nous parce que les ententes contractuelles n'ont pas été prises entre les distributeurs d'ici et les distributeurs chez nous. Donc, on sent un glissement des ventes soit vers le marché américain, soit vers le marché français parce qu'ils ne retrouvent pas chez nous ce qu'ils ont nécessairement de besoin. Donc, ça, c'est une priorité, c'est de trouver les ententes commerciales avec les
avec chacun des intervenants pour que le livre numérique soit rapidement accessible sur notre marché, parce que nous, on est prêt à le vendre, on veut l'offrir également à cette clientèle-là, mais c'est une lacune quand même importante chez nous pour le moment. Malgré tout, on a un réseau de libraires passionnés, unis également. Hein, on est un petit marché quand même, on est 80 librairies dans notre association, mais c'est un réseau qui se tient les coudes. Oui, il y a de la concurrence parce qu'il y a plusieurs libraires qui se côtoient quand même puis qui visent les mêmes marchés institutionnels ou qui visent les mêmes marchés, le même public, mais malgré tout, il y a une cohésion dans notre réseau qui fait que les choses avancent vite et bien. On croit fermement également en la nécessité de ce lieu de rencontre, ce lieu d'échange de librairie. On croit également en l'expérience indépendante, achat local, c'est vraiment là-dessus qu'on table. Puis on croit beaucoup en la capacité de développer des outils de promotion puis des outils commerciaux collectifs et distinctifs. Donc, livrequébécois.com, qui est le site portail qui existe depuis, je vous dis, 2 ans et demi, c'était quand même le début d'une présence web pour les indépendants. Ça a fait son chemin parce qu'on retrouve là-dessus seulement les éditeurs publiés au Québec, donc ça représente 50% du marché. À l'automne, en août prochain, on va également élargir notre site portail à l'ensemble du fonds francophone disponible, donc autant le québécois que le numérique, sur un nouveau site. Je peux peut-être m'arrêter ici, puis je continuerai plus tard, si besoin est. Merci déjà. Oui, ça marche, oui. Merci en tout cas déjà à tous les deux de nous avoir présenté dans vos pays respectifs ce qui se passe. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui nous caractérise tous les libraires, c'est que vous êtes beaucoup, tous les deux déjà bavards, et il faut que Antonio puisse parler parce que le temps passe et on avait prévu avec Mathieu de vous poser ensuite des questions, donc je ne sais pas si nous aurons le temps. Donc, quelques mots peut-être pour présenter Antonio Ramirez. Antonio, je pense que beaucoup de libraires français le connaissent. C'est non seulement un libraire, mais c'est un ami. Nous avons déjà participé ensemble à beaucoup de rencontres internationales, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. Et je crois que l'expérience espagnole, après celle de l'Allemagne et celle du Québec, est intéressante puisque le tissu, en fait, de la librairie espagnole ressemble aussi aux librairies françaises. Et Antonio, en tout cas, développe à travers l'Espagne maintenant. Et si j'ai bien compris, bientôt en Amérique du Sud, il va nous le dire, un vrai réseau de libraires, enfin celle en tout cas que nous connaissons tous ici en France et que nous aimons beaucoup. Alors, comme je vois que tu as préparé beaucoup de feuilles, je pense qu'il va falloir peut-être que tu accélères un petit peu le mouvement. En tout cas, merci d'être là. Merci Jean-Marie. D'abord, je vous remercie et l'organisation de cette rencontre par l'invitation. Et je m'excuse parce que je parle en espagnol, sinon c'est difficile. Bueno, efectivamente, la Central es un grupo de 6 librerías, 4 en Barcelona y 2 en Madrid. Donc je dirige la Centrale, qui est un groupe de 6 librairies, donc 4 à Barcelone et 2 à Madrid. Para decirlo rápido, son aproximadamente 2.600 metros cuadrados de librerías con una facturación de 11 millones de euros y unas 85 personas trabajando. Donc, pour faire bref, les librairies s'étendent sur 2600 mètres carrés pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros à peu près et un effectif de 85 personnes. Hablar de la situación en España ahora es hablar de esa tremenda crisis financiera que estamos viviendo. Durante los 2 primeros años de crisis parecía que las librerías podíamos sobrevivir con cierta dignidad. Donc, avant de parler de la situation de la librairie en Espagne, on est obligé de revenir sur la crise financière. Donc, au début de la crise financière, les 2 premières années, semble-t-il, nous ne nous ont pas touchés directement. En cambio, a partir del finales del año 2010 en adelante, los últimos 6 meses, hemos vivido pues, un verdadero cataclismo y en este momento todos los que trabajamos en el mundo del libro en España estamos conteniendo el aliento.
Donc c'est surtout à partir de 2009-2010 qu'on a ressenti dans le secteur du livre donc les effets de la crise. Et actuellement, on retient notre souffle en espérant que ça va mieux aller. Sabemos además que detrás de esa crisis financiera hay una segunda crisis, o debajo, de más profundo aliento, que es la crisis que representa la expansión acelerada del medio digital. Donc on sait qu'après cette crise financière, il y a une autre crise entre guillemets, c'est donc l'expansion du livre numérique. Es decir, contenemos el aliento una segunda vez porque los efectos de lo digital en una situación, en un contexto de crisis, son bastante más salvajes de lo que podría ser una situación normal. Donc on retient une seconde fois notre souffle parce qu'après donc la crise financière, donc il y a la venue du numérique qui fait qu'on ne sait pas trop quoi s'attendre. En todo caso, antes del estallido de la crisis, es decir, hasta 2009, la situación de la librería independiente en España no era tan mal o tan crítica como incluso era mejor proporcionalmente que en Francia. Donc, cependant, donc avant la crise financière, donc la situation de la librairie indépendante en Espagne ne se portait pas si mal que ça, voire mieux qu'en France. Teníamos una cuota de mercado de un 33,14% en 2009 frente a un 33% en 2006. Donc en parlant de part de marché, donc on avait une part de marché de 33,14% en 2009 contre 33,68% en 2006, donc des chiffres assez similaires. Mientras que las cadenas habían pasado del 14,32 en 2006 al 15,44 en 2009. Tandis que donc les grandes chaînes de distribution donc, sont passées de 14,32% de part de marché en 2006 à 15,44% de part de marché en 2009. Y quizás habían varias explicaciones para esta relativa fortaleza de las librerías independientes. Una de ellas era la ley del precio fijo, que entre nosotros está vigente desde el año 1982, con una nueva formulación más precisa en 2007. Donc il y a plusieurs explications à ce bon maintien de la des librairies indépendantes en Espagne. Donc tout d'abord, une des premières explications, c'est la loi qu'ils appellent en Espagne la loi du prix fixe, donc une loi de 2007 qui a été revue en 2009. Y además, la relativamente tardía entrada de las cadenas, la primera FNAC en España entra, si no estoy equivocado, en el año 94, creo. Y salvo FNAC y Casa del Libro, que es la segunda cadena que pertenece al Grupo Planeta, no hay otras cadenas potentes. Et ce qui favorise aussi le bon maintien de la librairie indépendante en Espagne, donc c'est le fait qu'il y ait eu une entrée relativement tardive des grandes chaînes de distribution, enfin de grandes chaînes du livre comme la FNAC ou en Espagne la Casa del Libro, donc la Maison du Livre, donc deux groupes qui sont apparus qu'à la fin des années 90, donc qui ont laissé encore du temps à la librairie indépendante de se maintenir à un certain niveau. Una tercera razón podría ser la particular evolución de la pirámide de lectura en España, que durante las últimas 2 décadas ha experimentado un crecimiento de los fuertes lectores. Et une troisième explication au bon maintien du livre, de la librairie indépendante, c'est le fait que la pyramide du livre des lecteurs en Espagne est assez particulière, avec une forte présence des gros lecteurs. Las últimas encuestas muestran unas cifras bastante semejantes a las francesas cuando hace 10 años o 15 o 20 años estábamos muy lejos. Donc les dernières statistiques ont montré des chiffres similaires aux chiffres français, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on était très loin derrière. Y por último, el dinamismo del sector editorial español, que al tener el mercado de la América Latina es de una riqueza y de una regeneración y de una diversidad bastante notable. Et donc ce relatif dynamisme espagnol puise aussi sa source dans le fait qu'elle est approvisionnée par le marché sud-américain, donc de l'autre côté de l'Atlantique, qui fait que les
les livres se régénèrent plus facilement. Un detalle, una especificidad del mercado del libro español que me gustaría señalar en vista de lo que se dijo esta mañana aquí. Donc, donc une des spécificités du livre espagnol donc, sur laquelle je voulais insister par rapport à ce qui a été dit ce matin, es que tenemos la dimensión del mercado es entre una tercera y una cuarta parte de la dimensión del mercado francés. No obstante, la industria editorial española produce 77.000 novedades por año, es decir, un 30% más que en Francia. Donc c'est le fait que donc l'édition espagnole produit à peu près 70% de plus que dans l'édition française. Esto trae algunas consecuencias que son críticas. La primera de ellas es la reducción de las tiradas. La segunda, la disminución de los recursos que cada editor destina a la gestión de la difusión de sus libros. Donc les deux principaux problèmes sont la réduction du nombre de tirages et la réduction aussi des budgets que les éditions accordent aux livres. La tercera sería la reducción forzosa de costes, es decir, pagar poquísimo, casi nada, a traductores, correctores, etc. Donc un autre problème, c'est le fait que, vu que les budgets sont réduits, donc peu de moyens sont accordés aux gens travaillant dans le livre, donc comme les correcteurs, les traducteurs. El siguiente efecto sería el incremento de las devoluciones, que en algunos casos puede superar el 60% de la devolución de la novedad, y la reducción del tiempo de las novedades en las librerías. Et un autre problème également, c'est l'augmentation des retours, des invendus. Il y en a de plus en plus. Lo cual conduce al colapso casi sistemático permanente del sistema de distribución y de logística. Donc ça conduit à un effondrement du système de distribution et du système de la logistique. Es decir, si alguien quiere conocer los efectos perversos que puede tener el incremento continuo de la producción de novedades, le sugeriría que mire con detalle el caso español. Donc si on veut voir donc, l'effondrement du système de distribution, il faut regarder le cas espagnol. Los últimos 2 años sí que hemos experimentado además un crecimiento muy fuerte de FNAC y Casa del Libro, probablemente un cambio de tendencia en ese factor de resistencia de las librerías independientes. Donc, comme je l'ai dit donc, il y a 5 minutes, ces 2 dernières années, donc, on a ressenti une croissance importante donc, des 2 grandes chaînes comme la FNAC et la Maison du Livre, donc, qui fait que les librairies indépendantes ont de plus en plus de mal. El problema básicamente aquí es que no existe ninguna política ni pública ni sectorial de apoyo a las librerías. Por lo tanto, en la relación entre distribuidores y librerías impera la ley de la selva. Donc, il y a un des problèmes, donc on revient aux moyens, c'est que les librairies indépendantes ne bénéficient d'aucune aide, aucun soutien public, ni du secteur de l'édition. Donc ça devient un peu la loi de la jungle pour survivre. Mirando a lo que ocurre con el libro electrónico en España, existe desde hace 1 año y medio plataformas para la difusión de libros electrónicos y venta a través de las librerías como Libranda. Donc depuis, pour parler du livre numérique en Espagne, donc depuis quelques années, donc il y a l'apparition de plusieurs plateformes de diffusion de contenu numérique, donc comme Libranda. No obstante, el crecimiento de las ventas de libros electrónicos es muy modesta y no sobrepasa el 1% de cuota de mercado actualmente. Donc, mais pour l'instant, la croissance du livre numérique ne se fait pas encore trop ressentir. Elle ne représente qu'1% de part de marché. Para muchos expertos y muchos editores, este lento crecimiento se explica porque Amazon no ha entrado aún en España. Lo echan de menos. Les experts donnent comme explication à cette relative croissance du livre numérique en Espagne le fait que Amazon ne soit pas encore implanté en Espagne. Parece ser que tienen intención de remediar la situación empezando a operar a partir del mes de septiembre. Donc c'est à partir du mois de septembre qu'il est prévu qu'Amazon opère en Espagne.
De todas formas, a mí se me ocurre una explicación escuchando lo que hablábamos esta mañana y este mediodía sobre el lento crecimiento también, además del comercio electrónico en España. Donc l'explication qu'il trouve à cette lente croissance du livre numérique en Espagne, Que no solo del comercio electrónico, que tiene que ver con la importancia que en un país como España tiene el comercio físico, el comercio de ciudad, el comerciar en una ciudad como Barcelona es un acto social, es un acto de integración en una comunidad, de participación de la vida social. donc le fait que le livre numérique ne soit pas encore très développé s'explique aussi par des origines sociales. Parce que l'Espagne est un pays où on conserve encore cette coutume d'acheter le livre, d'aller en librairie. Donc c'est ce que les experts mettent en avant également. En general, me refiero a la importancia del comercio, en todo tipo de comercio, como un recreador de vínculos sociales. Parce qu'en Espagne, la boutique, le magasin, est vu comme un créateur de liens sociaux. Donc c'est encore très, très présent dans l'esprit des gens. Sin duda hay una fuerte presión hacia lo digital, hacia la expansión de lo digital, que viene sobre todo de los medios de comunicación y a veces del sector público mismo. Donc la pression qui fait que la pression qui concerne le développement du livre numérique. Donc cette pression pour ce développement du livre numérique, elle vient surtout des entités publiques et des médias. Mais ce ne sont pas les libraires qui essayent de faire que le livre numérique se développe. Tanto es así que uno se pregunta, y esto lo planteo como para justificar también nuestra estrategia, en este momento habría que invertir la pregunta. ¿Cómo es posible que aún, a pesar de todo, continuemos vendiendo libros, se continúen imprimiendo libros y se continúen vendiendo libros en las librerías? Donc en fait, en Espagne, la question qui se pose, donc dans le secteur de la librairie, ils inversent la question et ils se demandent comment ils arrivent justement, en voyant le côté positif des choses, comment ils arrivent encore à vendre de nombreux livres, mais de livres imprimés. Comment se fait-il que le livre imprimé se vende encore bien? Y como respuesta a esta pregunta, a nosotros se nos ocurre plantear que hay quizás un malentendido en esta reflexión sobre la evolución del libro. Este malentendido es que el libro no se tiene que pensar tanto como un soporte. Donc la réponse qu'il donne au fait que l'Espagne continue à imprimer les livres, donc à bien vendre le support papier, c'est le fait qu'en Espagne, il ne voit pas le livre seulement comme un support papier. Un matiz a la traducción, no solo en España, en general en Europa, en los países de la Europa continental, el libro tiene un valor cultural. Donc pas seulement en Espagne, mais aussi en Europe, le livre physiquement a une valeur culturelle. Que nosotros decimos, nosotros desde la central, que más que un soporte físico, es un sistema de mediaciones culturales. Donc, du point de vue de la centrale, donc, la librairie, il voit donc le livre plus comme qu'un support papier, il le voit comme un élément de médiation. Y que la librería, si quiere crecer y si quiere sostenerse, tiene que expandir esa potencialidad del libro como sistema de mediaciones culturales. Et donc la librairie, si elle veut donc grandir, donc il faut qu'elle insiste sur le fait de considérer le livre comme un moyen de médiation interculturelle. Sobre esta hipótesis es que nosotros hemos desarrollado la estrategia durante los últimos 10 años y en particular durante los últimos 5 años. Esta estrategia se apoya sobre varios puntos. Donc, depuis une dizaine d'années, donc, ils ont développé une stratégie qui s'appuie sur plusieurs points. Vale. Bueno, es un poco más largo de explicar, lo dejamos aquí y ya está. Alors, c'est un peu long à expliquer, donc comme on n'a plus beaucoup de temps, la stratégie. Tu pourrais conclure, donc conclure quand même. Non.
Alors, je crois qu'effectivement, on n'a pas le temps de le laisser finir parce qu'en fait, il n'a pas dit la moitié de ce qu'il avait envie de dire, c'est très clair. Mais comme Antonio, tu restes là demain aussi, non? Tu t'en vas? Tu restes à Lille? Demain. Bon, je pense qu'on pourra aussi échanger avec lui si on veut avoir le temps de répondre à 2-3 questions de la salle. On ne peut pas du tout poser les questions qu'on avait envie de poser. Je crois que la traduction, effectivement, ça prend du temps. Et j'imagine qu'on ne l'avait pas tout à fait prévu dans le programme même. Alors, des questions dans la salle? Attends, non, je n'entends pas. Il vaut mieux le laisser finir, vous êtes d'accord, hein? Et pas de questions derrière. Donc, Antonio, tu as encore 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour finir et il n'y aura pas de questions, voilà. Parce qu'en plus, c'était très bien construit, ça déclare. Hablaba de los puntos básicos de la estrategia. Para nosotros, desde hace 5 años, hemos invertido, corriendo riesgos importantes, en la arquitectura, en el diseño de espacios singulares. Donc pour parler rapidement des 5 points qui composent la stratégie de la centrale, donc un des premiers points, ils ont investi dans le design de l'espace de la librairie. La idea es que la librería tiene que ser una escenografía y el librero una especie de coreógrafo que se ocupa de organizar el flujo de formas en movimiento. Donc du point de vue de la centrale, donc, il voit la librairie comme une scène et le livre comme un chorégraphe. Donc ils veulent mettre en scène le livre dans la librairie. El segundo punto es considerar el valor del libro como objeto. Ya lo decía antes, la materialidad del libro en su sentido, digamos, cultural fuerte, como nudo de valores simbólicos y cultural. Donc le second point, le second axe de stratégie, c'est qu'ils veulent mettre en valeur le livre en tant qu'objet. No solo buscamos lectores simplemente, sino lectores que además son coleccionistas. Y este matiz es muy importante. Donc ils ne recherchent pas que des lecteurs en général, ils recherchent aussi des lecteurs qui sont collectionneurs. Hemos buscado además, este sería el tercer punto, una continuación formal de ese valor especial del libro. Donc le troisième point, c'est que las librerías nuestras están en museos, lo que permite trabajar en profundidad los objetos culturales que no son libros. Donc à titre d'exemple, 3 de leurs librairies sont implantées dans des musées. Donc au milieu d'autres objets d'art pour mettre en valeur le livre. El cuarto punto que tenía lo trataron ayer José y Cristian, que es el trabajo de las buenas vecindades entre los libros. Donc le quatrième point, c'est de créer un lien, une proximité entre les différents livres. Donc les rapprocher les uns des autres. El hacer los libros buenos vecinos es la manera de conseguir que el lector encuentre no el libro que busca, sino justamente el que está al lado. Donc le fait de mettre en place un bon, on va dire, voisinage entre guillemets entre les livres, donc permettent au lecteur de trouver un livre qu'il ne cherchait pas forcément en entrant dans la librairie. El siguiente punto es el papel del librero como mediador. No subrayamos tanto el papel del librero como lector privilegiado, que también, pero lo damos por supuesto, sino como aquel lector capaz de crear vínculos y relaciones. Et le point suivant, c'est le fait de mettre en avant le libraire, non pas seulement comme un lecteur, mais plus comme un médiateur. Y el siguiente es la posibilidad de generar un relato. Para ello, lo que no tenemos ningún problema en usar las redes sociales para que los lectores hablen de su experiencia en la librería. Creemos que es una herramienta extremadamente útil y que en los últimos años se ha revelado muy, muy potente. Et donc, le dernier point, c'est d'essayer de mettre en avant une histoire, que le libraire contribue à créer une histoire entre le livre et les lecteurs. Donc, le bouche à oreille, de faire diffuser l'histoire. Pero específicamente usando el Facebook, el Twitter para generar relatos. Se servir des réseaux sociaux, de Twitter, du Facebook pour diffuser
pour diffuser le livre. Y finalmente, en la medida de lo posible, introducir siempre que sea posible un café dentro de la librería. Et un des derniers points de stratégique, c'est de créer une convivialité. Donc, si possible, servir un café dans la librairie. 5 minutes. 5 minutes. Ah, Guillaume me fait signe qu'on a le temps de prendre une ou deux questions, alors n'hésitez pas. Une question par là. Ah oui, Raphaël, c'est un autre libraire étranger. Je voudrais profiter quelques secondes. Je suis un peu connu, Raphaël Bonnard, Librairie du Midi à Bruxelles, et je suis dans le livre hebdo de cette semaine en tant que président de la CLIL. Je voulais simplement attirer l'attention de mes confrères français sur le fait que la Suisse et la Belgique, ce sont deux marchés francophones très proches, nous sommes quasiment frères, et pourtant très différents. Et donc, il est important que lorsque le SLF prend la parole au nom des libraires vis-à-vis des grandes structures de distribution et de diffusion, il n'oublie pas que derrière la frontière, il y a aussi des libraires suisses, des libraires belges. On utilise les mêmes outils, on utilise Electre, on utilise Prism, on utilise Dilicom ou la façade belge Banque du Livre, et pourtant, on a encore des grosses disparités. Les conditions générales de vente en Belgique, même de la Sodis et même de Volumen, ne sont pas du tout les mêmes. Les différences de remise sont régulièrement de 5-7 points en moins. Et nous devons vivre dans un marché, vous fêtez les 30 ans d'un prix unique, nous avons fêté tristement une année sans gouvernement fédéral. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décision. La loi sur le prix unique en Belgique, on en a parlé depuis 25 ans, elle a été votée une fois. Malheureusement, juste avant la chute d'un gouvernement, elle n'a jamais été relevée de caducité, cette loi n'a jamais été appliquée. Donc, si vous pouvez de temps en temps vous souvenir que vous avez des petits frères belges et suisses, ça nous ferait plaisir. Promis, Raphaël. Éric Ardin, je voudrais poser une question à notre ami allemand. Nous sommes tous intéressés pour voir si la librairie aura sa place, oui ou non, dans le livre électronique, dans les livres dématérialisés. En Allemagne, on a une particularité, c'est d'avoir un syndicat unique de la librairie qui regroupe éditeurs et libraires, le Borsenverein. Donc ça nous intéresse beaucoup de voir comment est-ce que l'Allemagne traite ce problème et est-ce que éditeurs et libraires s'entendent. Est-ce que vous avez des négociations au niveau des marges commerciales, puisque c'est la question essentielle qu'on se pose et qu'aujourd'hui on constate dans différents pays, on a vu ce qui nous venait de l'Angleterre où de plus en plus les libraires, on en parle de moins en moins, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va aller directement du nuage jusqu'au consommateur final ou de l'éditeur jusqu'au consommateur final. Donc, au sein du Borsenverein, est-ce que vous trouvez un accord entre libraires et éditeurs pour accorder des marges décentes sur ces questions du livre numérique ? Also es gibt noch keine Vereinbarung, die jeder mit jedem trifft. Es gibt Vereinbarungen, die jeder Buchhändler mit jedem Verlag ausmachen muss. Und es gibt jetzt, was die E-Books angeht, Vereinbarungen, die offensichtlich teilweise mit einzelnen Aggregatoren ausgemacht werden müssen, also mit denjenigen, die das E-Book-Angebot der Verlage bündeln. Die Situation ist noch ziemlich offen. Alors la situation est encore assez ouverte en fin de compte. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de convention générale. Ce qui existe, ce sont des conventions entre librairies et puis entre éditeurs. Et en ce qui concerne les livres électroniques, il existe des conventions par rapport à quelques agrégateurs.
Ça répond à votre question? Die Margen, kann ich ungefähr sagen, sehen zurzeit so aus. Sie orientieren sich, glaube ich, ein wenig an dem, oder es ist etwas bekannt, was die großen Shops von Apple und vielleicht auch demnächst von Amazon haben wollen. Den Buchhändlern werden im Moment sehr unterschiedliche Margen angeboten und ich kann noch nicht einordnen, was das heißt. Es gibt Verträge, die mit Libreka gemacht werden. Libreka wird morgen, glaube ich, noch ausführlich oder sicherlich noch ausführlich vorgestellt. Ganz neue Verträge, die sind 2 Wochen alt. Ja, Alors, en ce qui concerne les marges, on sait à peu près ce à quoi prétendent Apple ou bien Amazon. Toutefois, ce seront des marges apparemment assez au cas par cas qui seront définies avec les librairies. Par rapport à Libreka, il existe des nouveaux contrats qui ont été signés il y a de cela 2 semaines uniquement. Das ist ein Vertrag, den ich kenne, deswegen kann ich nur darüber sprechen. Libreka bietet jedem Buchhändler, der über die Plattform, eine der großen Plattformen in Deutschland vom Verband eingerichtet, der darüber Bücher, E-Books verkauft, 20% Rabatt an. En ce qui concerne Libreka, qui est la plateforme que je connais bien, Libreka propose à chaque libraire qui utilise la plateforme une remise de 20%. Ich arbeite mit einem kleineren Aggregator zusammen, der bietet mir keinen pauschalen Rabatt, sondern er gibt mir den Rabatt, den er von den Verlagen bekommt, abzüglich einer kleinen Marge für ihn, sodass ich mit jedem Verlag einen eigenen Rabatt eigentlich habe. Je travaille avec un autre agrégateur qui, lui, ne fonctionne pas avec ce système de remise forfaitaire, mais qui m'accorde une remise par rapport à la remise qu'il a de ses éditeurs. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. Ich glaube, die Buchhändler sollten auf eine höhere Marge kommen. Ich glaube, im Moment melden sie sich noch nicht deutlich genug, um bessere Konditionen zu erlangen. Wenn ich das anspreche, fragen mich die Verlage im Moment, ob ich spinne. Okay. Alors, je pense que les libraires devraient se manifester pour avoir une marge supérieure. Et lorsque j'aborde ce sujet avec les éditeurs, ils me disent que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. Peut-être pour compléter, au Québec, bon, c'est la même chose. Hein, les ententes ne sont pas encore définies. Il n'y a rien d'officialisé. Ce n'est pas inclus non plus dans la loi 51 dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y a aussi le danger de dire, si on ouvre cette loi-là, il y a quand même des gros lobbies derrière qui peuvent arriver puis faire tomber les acquis de cette loi-là. Donc, il y a quand même un danger d'ouverture. Malgré tout, avec les partenaires locaux, donc les éditeurs québécois, les distributeurs québécois, on en est venu quand même à établir des normes pour l'instant qui se situent à 30% de remise pour le livre numérique pour le libraire. Donc, c'est des conditions qui sont quand même intéressantes pour nous, malgré tout. Par contre, on est confronté à des intervenants, par exemple, pour avoir accès à Numilog, on n'a pas d'intervenants locaux, contrairement, nous, il y a Hachette Canada, normalement, avec qui on traite pour les questions commerciales, pour le livre papier, alors que pour le numérique, nos intervenants locaux ne sont pas présents au Québec. On essaie d'avoir des ententes ici et c'est quand même très complexe et c'est pas non plus à la hauteur de ce que nos contacts locaux se sont entendus à nous consentir. Et le prix du texte numérique par rapport au prix papier? C'est à peu près 25% de moins que la version papier. Donc une marge de 30% sur un prix? 25%, oui. Et en Allemagne? La même. 80% von Ladenpreis des gebundenen Buches im Moment. Environ Oder des günstigsten Buches am Markt, der günstigsten Ausgabe am Markt. 40%. Vom Hardcover oder vom Taschenbuch, wenn das Taschenbuch da ist. Ok. 80%, donc en fait c'est pareil, ça fait une différence de 20%. Pardon? Die 9,99 von Amazon. Die 9,99 von Amazon. Ich bin damit nicht einverstanden.
Nein. Nein. Une dernière question. Je regarde si un doigt se lève. Oui, monsieur. Darf ich antworten? Ja. Also, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen kommen zurzeit die Bücher auch schon zu uns, die Kunden schon zu uns, um Bücher zu kaufen. Sie kommen auf unsere Webseite. Il existe deux possibilités. Tout d'abord, à l'heure actuelle, les clients viennent déjà chez nous pour pouvoir acheter leurs livres sur notre site internet. Ich nutze den gleichen Kanal. Der zweite Ansatz, den versuche ich gerade in Deutschland vorzustellen und suche Buchhändler, die mit daran arbeiten. Es gibt Konzepte, wie man E-Books auch im Buchhandel, im Sortiment verkaufen kann. Alors, la deuxième approche, je suis justement en train d'y travailler et je suis en train de chercher des libraires avec qui je pourrais mettre quelque chose en place. Ich will zwei Beispiele geben. Ein ganz naheliegendes Beispiel wäre, gibt es teilweise im Fachbuch auch ein Bundle, man kauft ein gedrucktes Buch und bekommt das E-Book mit, wie auch immer die Preisgestaltung aussieht. Alors, il y a donc, je vais prendre deux exemples. Premier exemple, vous achetez un livre numérique et vous avez automatiquement avec la version papier, ou le contraire, vous achetez un livre papier et on vous livre en même temps la version numérique. Das wäre eine Verlagsentscheidung, solche Artikel auf den Markt zu geben. Donc ça, c'est une décision d'édition qui est prise par l'éditeur. Die zweite Möglichkeit, die wir verwenden könnten, um die große Frage, wie macht man E-Books verschenkbar zu beantworten, könnte im Einsatz von oder im Verkauf von Codes liegen, elektronischen Codes. Et puis, deuxième chose, à quoi on s'intéresse également, c'est la possibilité de faire cadeau d'un livre électronique. Et donc là, la possibilité de pouvoir acheter ou vendre des codes de téléchargement. Die Codes müssten auf etwas platziert sein. Sie könnten auf Geschenkkarten, auf Booklets, buchnahen ähnlichen Produkten oder ähnlichem produziert sein. Et ces codes, on pourrait les trouver par exemple sur des cartes, un petit peu peut-être comme les cartes de téléphone, ou bien alors sur des petites brochures, ou sur quelque chose qui ressemblerait à un petit livret par exemple. Das ist ein Konzept, was von mir mit wenigen anderen verfolgt wird. Wir sind eine totale Minderheit damit im Moment. Alors c'est un concept sur lequel nous travaillons en ce moment, mais je dois vous dire que nous sommes très peu à être engagés dans cette voie à l'heure actuelle. Très bien, écoutez, merci à tous. Merci René Kohl de la librairie Colibri en Allemagne. Merci Dominique Lemieux, directeur général des librairies indépendantes du Québec. Et merci Antonio Ramirez des librairies La Centrale, alors je ne parle pas espagnol, je ne sais pas si on dit La Centrale quand même, à Barcelone et à Madrid. Merci Jean-Marie Sevestre.